Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de l'atome à plusieurs électrons ou atome polyélectronique. Nous avons donc un noyau autour duquel gravitent N électrons. Donc voilà, le noyau, il est là. Sa charge est ZE. D'accord? Et il est N électrons. N est égal à Z dans le cas des atomes neutres. Mais il s'agit d'un ion. Donc c'est pour cela qu'on prend N électrons et Z protons, parce que Z ne change jamais. Bon, donc, je vais mettre mon électron rouge. Donc, cet électron-là, dans le cas de l'atome à un électron, bon, qu'est-ce que je peux savoir ça, était soumis de la part du noyau à une interaction, si vous vous rappelez, une interaction dont le potentiel est V, noyau, électron, qui était, rappelez-vous bien, est égal à moins ZE au carré sur 4pi epsilon 0 R. Donc, l'électron EI, donc RI. D'accord. Mais on en a plusieurs. Donc, ça veut dire qu'on va voir combien de termes de ça. N termes. N termes de ce genre. D'accord. Mais en plus de ça, nous avons des interactions. Rappelez-vous, les électrons sont chargés négativement. Donc, c'est un potentiel de répulsion, potentiel répulsif, qui est de type E au carré sur 4pi epsilon 0 R I J. Bon, par exemple, ici, l'électron J. Donc, ici, l'électron I. D'accord? Donc, dans l'hamiltonien, il faut tenir compte de tout ça. Bon, voyons. Voilà l'hamiltonien. Donc, dans l'hamiltonien, il faut tenir compte de N termes d'énergie cinétique associée aux électrons. Ici, à l'occasion, nous avons nous avons écarté l'énergie cinétique du noyau. Nous sommes dans le cadre de l'approximation à noyau fixe. Et également N interactions noyau-électron. Et les interactions, nous avons N électrons I, N électrons J. Désolé. Excusez-moi. N électrons I, N électrons J. Mais il faut prendre que la moitié pour ne pas dédoubler les termes. D'accord? Bon. Alors, pardon. Donc, les énergies cinétiques des différents électrons s'expriment en fonction de Laplacien, comme nous avons l'habitude de faire. Les énergies potentielles, donc, c'est toujours, bien sûr, il faut faire attention ici, pour chaque électron, il est repéré par sa coordonnée RI. Et les interactions biélectroniques, on appelle ça interaction biélectronique, qui traduit la répulsion des électrons, elle dépend, le paramètre dépend de coordonnées I et de la coordonnée J, de l'électron J. Bon. Ainsi, donc nous avons l'hamiltonien, comme vous le remarquez, nous avons ici un signe sigma I, sigma I, sigma I. Si on écrit l'hamiltonien de cette forme-là, on a l'impression, je dis bien, on a l'impression que c'est un hamiltonien ou c'est une somme d'hamiltoniens monoélectroniques. D'accord? Une somme d'hamiltoniens monoélectroniques avec. Mais ce n'est pas le cas. Rappelez-vous, nous avons ce terme-là où il y a les autres électrons qui interviennent. Donc, autrement dit, le mouvement de l'électron I et par conséquent ses interactions et son énergie cinétique sont couplées. C'est surtout l'interaction. Donc, autrement dit, l'hamiltonien en entier est couplé avec celui de l'électron J. Bon, ça, c'est pour l'électron I. Pour l'électron J, on a la même expression. Donc, nous avons RI, J dans l'hamiltonien HI. Donc, c'est posé qu'on va appeler ça HI. Et nous avons la même expression dans
l'électron, dans l'Hamiltonien de l'électron J. Donc les mouvements sont couplés. Hein, on dit que les mouvements sont couplés. Donc ce n'est pas un Hamiltonien monoélectronique, mais l'interaction B électronique qui traduit le couplage des mouvements. Donc c'est une difficulté qui se pose ici. La résolution n'est pas du tout facile, mais parlons de la fonction avant de passer à la résolution. Donc à cause de ce terme-là, il est difficile de faire la résolution pour chaque électron I. Autrement dit, l'hamiltonien n'est pas un hamiltonien pour chaque électron, n'est pas un hamiltonien monoélectronique au sens propre du terme. Donc il est couplé avec l'hamiltonien de l'électron J. Bon, alors, parlons de la fonction d'onde. La fonction d'onde de l'atome a plusieurs électrons. Vous savez que un système atomique est tel que il est décrit par une fonction d'onde psi et un hamiltonien h. D'accord? Alors, cette fonction devrait tenir compte aussi bien de tous les électrons et du noyau. Bon, on peut faciliter la chose en supposant que le noyau est fixe, donc ça ne pose pas de problème. Mais il faut que la fonction tienne compte de tous les électrons, autrement dit, de tous les paramètres de tous les électrons. C'est-à-dire, dans la fonction, il faut que les paramètres de l'électron, de tous les électrons I, figurent. Donc l'électron, donc une fonction qui dépend des paramètres de l'électron 1. Donc c'est à coordonnées, l'électron 1, 2, jusqu'à n. Nous avons n électrons. D'accord? Ce n'est pas facile, les électrons bougent perpétuellement. Comment trouver une fonction qui tient compte des différents paramètres? Ce n'est pas facile. Les mathématiques actuelles même sont impuissants devant cette problématique de fonction polyélectronique. Ce n'est pas facile. Il n'y a pas de forme analytique, autrement dit, qui tiendrait compte de tous les électrons ou de tous les paramètres des n électrons. Donc, à partir de maintenant, on va déjà commencer à faire des approximations, c'est-à-dire essayer de nous rapprocher de la situation exacte en adoptant certaines simplifications, certaines approximations. D'accord? Donc, la première approximation, c'est de considérer que la fonction d'onde devra être écrite en fonction des fonctions monoélectroniques. Donc, psi, c'est la fonction d'onde de l'atome, ou des n électrons. Et phi, c'est la fonction d'onde monoélectronique. Donc, autrement dit, la meilleure façon pour tenir compte ou pour pouvoir faire le calcul, voilà, pour pouvoir résoudre l'équation de Schrödinger, c'est de supposer que cette fonction atomique de n électrons est un produit de n fonctions monoélectroniques. Pardon, ici n, c'est pas z, n. Donc n, donc je vais la corriger. Donc, n fonctions monoélectroniques, donc le produit de ces n fonctions vous donne la fonction totale. D'accord? Avant de continuer, on va parler de la grandeur du spin. Je crois que vous en avez déjà une idée, parce que cette fonction, il va dépendre également de la coordonnée de spin. Alors, qu'est-ce que c'est le spin? Le spin a été remarqué expérimentalement au début du XXe, exactement en 1922, je pense, c'est ça, 1922, par cette expérience-là. Essayons de regarder cette expérience. Bon, elle est schématisée et elle est simple. Nous avons ici un jet d'atomes d'argent. C'est-à-dire, on fabrique en quelque sorte ici un faisceau rectiligne, d'accord, d'atomes d'argent. Un faisceau rectiligne d'atomes d'argent. Donc l'argent, il a un électron célibataire, et il se trouve dans la colonne du cuivre. Vous avez le cuivre, l'argent et l'or. La même colonne, c'est ce qu'on appelle des atomes D10. Donc, normalement, c'est S2D9. Vous vous rappelez de l'histoire de l'anomalie pour l'application des différentes règles pour le remplissage des orbitales. En tout cas, il y a un électron célibataire. Bon, on fait passer ce faisceau rectiligne
dans un champ magnétique parallèle à l'axe de déplacement. Donc on suppose que ça c'est l'axe Z. D'accord? Donc, comme vous le savez, le champ magnétique a un pôle nord et un pôle sud. Donc c'est là où il y a le champ rectiligne, le champ uniforme. Donc on appelle ça l'aimant de Stern-Gerlach. Mais bizarrement, à la sortie, sur un écran, on remarque qu'il y a deux tâches. Deux tâches. Pourquoi deux tâches? Expérimentalement, à l'aide de la mécanique classique, ce n'est pas possible d'expliquer ça. Normalement, vous avez ici un matériel, donc un point matériel. Donc les atomes ont une certaine masse. Donc ils viennent, ils doivent taper ici. Mais dès qu'on... C'est quoi ça? Dès qu'on place un écran devant la sortie ici de l'aimant, on obtient qu'il y a deux tâches. Bon, ça c'était en 1922. On n'a pas pu expliquer ça, à l'époque bien sûr. Ce n'est qu'en 1925, Kallenberg et Goldschmidt qui ont proposé une coordonnée, si vous voulez, ou un autre champ. Il y en a qui disent que c'est un autre champ. Bon, c'est la première notion de spin, pour expliquer ces deux tâches-là. L'électron a deux caractéristiques. Une caractéristique qui le fait passer ici et une autre caractéristique qui le fait passer là. C'est la caractéristique de spin. Donc le spin pour l'électron n'a que deux valeurs, ou plutôt le spin électronique permet de placer un électron là et un électron. On va en parler après. Donc il y a 3 années entre les deux. Mais l'expérience a été réalisée, a été remarquée en 1922. Bref. Donc, l'électron possède un champ magnétique, c'est l'explication de la présence de ces deux tâches. Parce que l'électron, il est en mouvement, dès que vous avez une charge qui bouge, il y a un champ magnétique qui est créé. Ça, vous le savez. Dans un circuit fermé, vous avez, à côté des fils, par exemple, vous avez ça, vu ça en électrocinétique, au voisinage du fil où les électrons circulent, il y a un champ magnétique au voisinage du fil. Donc, l'électron bouge, mais il bouge ici dans un champ magnétique. Mais il y a un deuxième champ magnétique qu'on a appelé ici dans la grandeur quantique qui s'appelle S. Donc, il est intrinsèque, c'est-à-dire il est propre à l'électron. Ce n'est pas le champ magnétique ici de l'aimant de Stern-Gerlach. Non, il est propre à l'électron et il est dû à son mouvement. Donc, parce que l'électron, il bouge là et en même temps, il tourne sur lui-même. Donc, il est, pardon, que je dis l'électron, l'atome avec son électron célibataire. D'accord? Il se déplace ici et en même temps, les électrons bougent avec et ils tournent autour de eux-mêmes. Et on verra après pourquoi les autres électrons ont des caractéristiques de manière à ce qu'un seul électron ici donne ces deux tâches. Donc, cette grandeur s'appelle le spin. Il correspond donc à un moment magnétique, μs, qu'on écrit. Bon, le moment magnétique, il est connu, par T égale à Gs, une constante, multipliée par la valeur B, par exemple, s'il s'agit d'un moment classique. Mais c'est pour le moment du spin, c'est multiplié par S. Donc G, c'est une constante. D'accord? Bon. Dans le champ donc magnétique externe, vous avez μB, qu'on vient de dire, donc μB. Mais ce moment-là, donc ça c'est l'interaction du moment de spin avec le moment externe. D'accord? Donc, nous avons cette grandeur, rappelez-vous, pardon, ce moment-là, le moment de l'électron, interagit avec le champ, et on a dit que ce μs, c'est égal à Gs, multiplié par D, donc égal, on remplace ça, parce que on applique S à la fonction, on obtient, si j'applique S en mécanique quantique, en mécanique quantique, S, c'est un opérateur. Je l'applique à la fonction, est égal à ms, la fonction. D'accord? Bon, ça, ce sont des choses qu'on ne rappelle pas beaucoup, mais c'est une grandeur.
Bon, bref. Voilà, donc, j'applique ici S à la fonction est égal à mu S multiplié par la fonction. Donc, et vous avez la constante L. D'accord? Donc, ça, c'est l'énergie d'interaction, en quelque sorte, hein, de spin intrinsèque de l'électron avec le champ externe. Alors, c'est pour cela. Donc, on verra que maintenant, puisque la valeur propre de S est ms, il ne peut prendre que deux valeurs. Expérimentalement, il ne peut prendre que deux valeurs, plus 1,5 et moins 1,5. D'accord? Je retourne là. Donc, pour l'électron, hein, ça, le spin de l'électron. Le spin de l'électron. Donc, l'application est égale à plus ou moins 1,5 psi. Donc, ici, de l'électron, bien sûr. D'accord? Donc, plus ou moins 1,5 psi. Donc, ce ms là, ne peut prendre que la valeur plus 1,5 ou moins 1,5. D'accord? ms. Que plus 1,5 ou moins 1,5. Alors, c'est pour cela que... Donc, maintenant, uniquement de valeur hein, du moment de spin, on n'a donc que deux tâches sur l'écran. L'explication vient de là. Donc, la projection de SZ, l'axe du mouvement, hein, donc la projection de S sur l'axe des Z donne SZ, donc est représentée par un opérateur de spin, SZ, tel que, voilà, c'est ça. Mais tout ça, normalement, en mécanique quantique, vous devriez le voir, hein, justement, je crois, l'année dernière, au cours de mécanique quantique. Donc, vous devez être habitué avec ça. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne rappelle pas ici et qui sont inutiles pour l'instant pour nous. Hein. L'essentiel pour nous, c'est d'arriver à écrire la fonction autrement. Bon, l'électron possède donc deux valeurs de spin. Ça veut dire que dans le cas où l'électron est égal, l'électron a un spin 1,5, on va appeler la fonction de spin alpha. Et dans le cas où il a un spin moins 1,5, la fonction de spin bêta. Tout à l'heure, quand j'ai mis psi, elle est écrite, on verra qu'elle va être écrite en fonction alpha ou bêta et la partie spatiale. Autrement dit, la fonction, voilà, la fonction